Au cours des années 1930, les physiciens ont compris que l'univers a une histoire, qu'il est en expansion, comme ils disent. Cette découverte est présentée souvent comme la plus importante du XXe siècle. Sans doute l'est-elle, à la condition de bien s'entendre sur le sens des mots. Car clamer que l'univers a une histoire n'a vraiment rien d'un scoop. Et on n'a d'ailleurs pas attendu les physiciens pour affirmer une telle chose. C'est même l'un des poncifs les mieux poncés. Toutes les sociétés humaines, grandes ou petites, puissantes ou faibles, perdues sur un îlot rocheux ou dans un désert inhospitalier, ont bel et bien proposé, chacune à sa façon, une histoire du monde, ce qu'on appelle une cosmogonie. Or, aucune de ces cosmogonies ne raconte qu'il ne s'est jamais rien passé. C'est pourquoi notre affaire est plus subtile qu'il n'y paraît. Lorsqu'un physicien d'aujourd'hui dit « l'univers a une histoire », il n'exprime pas du tout la même chose qu'un physicien du XIXe siècle prononçant cette même phrase, encore moins qu'une cosmogonie ancienne racontant l'histoire du monde. Mais alors, que disent au juste de l'univers et de son histoire les physiciens contemporains? Pour le savoir, j'ai invité un physicien contemporain, et pas n'importe lequel. Bonjour Guido Tonelli. Bonjour. Vous êtes physicien, vous êtes professeur à l'université de Pise, et auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « Genèse, le grand récit des origines ». Livre absolument passionnant, très bien écrit, dans lequel il y a beaucoup d'allusions à l'art, notamment à la peinture, à la musique. En France, on dit souvent qu'il faut mettre la science en culture. Est-ce que votre pari à vous, c'est pas plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre de la culture dans la science pour que la séparation entre les deux n'existe plus? Oui, exactement. J'utilisais beaucoup les connexions avec l'art, la musique, la beauté. D'abord parce que je l'aime. J'aime d'une façon incroyable toutes les formes d'art en général. Et la deuxième raison, c'est d'avoir vraiment donné un message clair qui la science, c'est une partie de la culture. Il n'y a aucune barrière. Si j'ai une émotion dans mon cerveau, parce que on est en train de découvrir une nouvelle particule. Ça s'était passé une dizaine d'années. 2012. Oui, 2012. On y reviendra. C'est difficile pour moi de couper cette émotion dans l'émotion que j'ai pu essayer quand je suis au théâtre, avoir un opéra magnifique, un ballet fantastique. Je suis au Louvre, en face de Raphaël ou quelque chose comme ça. Nous avons le même être humain et les émotions n'ont pas des murs de séparation. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite différence, Guido Tonelli, par le fait que pour avoir l'émotion dont vous parlez quand on découvre une nouvelle particule, il faut la connaître, il faut connaître les équations, et non, donc il faut avoir des connaissances qui ne sont pas tout à fait dans la culture commune. Oui, c'est vrai, mais surtout, il faut travailler dur une vingtaine d'années. Et traverser des crises incroyables, des moments de peur et d'affliction terribles. Non, alors tout ça c'est différent. Mais dans les moments dans lesquels on peut vraiment avoir la sensation d'être entre les premiers êtres humains, avoir un nouvel état de la matière, cette sensation primordiale, c'est vraiment une émotion incroyable. Donc vous l'avez connu en 2012 après, disons 48 ans de doute, de controverses, de discussions, de calculs, d'expériences. Oui. C'est la découverte du boson de Higgs dans laquelle vous avez joué un rôle important. L'annonce a été faite le 4 juillet 2012. Mais la détection elle-même, c'est quelques semaines auparavant, au mois de juin, on a vu les premiers signaux. Oui, en effet, disons, off the records. Voilà. Nous étions déjà plutôt sûrs à la fin de l'année avant. Parce on avait déjà vu des signaux, mais on a décidé d'être prudent, d'attendre encore de ne pas parler au conditionnel. D'être sûr, ça veut dire 5 sigma, il y a des standards qu'on va utiliser. Et ça, c'était le 4 juillet. Alors l'idée qu'il y a une particule qu'on a appelée par la suite le boson de Higgs a été formulée pour la première fois en 1964. Donc 48 ans avant sa détection expérimentale. Quand est-ce que vous avez entendu parler du boson de Higgs la première fois? Est-ce que vous en souvenez? Ah oui, c'était, j'avais, la chose qui est intéressante,
et que dans 1964, le premier à produire cette idée géniale, et il était un petit groupe de Belges, un scientifique de Grande-Bretagne qui était Peter Higgs et Braut et Engler, les deux Belges. Et il avait environ 33 ans, non? Et j'avais la même âge quand j'ai entendu pour la première fois parler de cette particule, non? Alors il était dans le milieu des années 80. Mais c'était déjà un track considéré impossible, non? Parce qu'il y avait déjà des essais qui n'ont abouti à rien, non? Et alors, j'ai commencé, moi, avec notre petit groupe de gens qui Vous étiez au CERN déjà à l'époque. Oui. Disons, on a eu un rêve, non? Un rêve d'essayer, d'inventer quelque chose tout à fait fantastique, nouveau, et faire un track moderne, non? Et ça veut dire imaginer les grands collisionnateurs qu'on appelle LHC, et imaginer des grands, disons, appareils qui sont incroyablement complexes. Des détecteurs monumentaux. Et toutes choses impossibles à faire. Non, la chose qui c'est intrigante. Et comment est-ce qu'on peut décider de faire des choses dont on sait qu'elles sont impossibles à faire? Oui, parce qu'on est jeune, parce qu'on a quelques formes d'arrogance, non, et de dire ok, on vient là et on va montrer le monde qu'est-ce qu'on est capable de faire, non. Mais c'est vrai qu'au début les vieux professeurs, les prix Nobel, nous disaient, vous proposez des choses impossibles, non? Vous allez faire un trou dans l'eau, vous allez faire une faillite incroyable. Mais il avait raison, parce que dans les conditions techniques des années 80, 90, il était impossible même d'avoir un projet réalistique. Mais vous aviez anticipé des progrès technologiques. Pas anticipé, mais parier. Mais rêver. Non, disons, ok, c'est vrai, non, c'est impossible. On n'a pas les moyens techniques, on n'a pas la solution technique. Tout ça ne marche pas si on ne trouve pas des solutions techniques nouvelles. Et on s'est mis ventre à terre à faire des recherches, à passer des années à développer des sensors. Oui, des dizaines d'années. Comment est-ce qu'on fait pour garder confiance? Garder confiance, c'est difficile. Je dois dire on a passé plusieurs années dans lesquelles on était convaincu d'être sur la mauvaise route, parce que c'était tout un continu de crises, non? Crise technique, les choses qui ne marchent pas, crise financière, et tout va coûter trop, des crises politiques dans les collaborations, il y a des gens des discussions, des litiges, c'était difficile. Et alors, on peut comprendre l'émotion de la découverte si on tient compte de toute cette calvario, non? Cette passion. Mais Guido Tonelli, avant le LHC, cette machine du CERN qui a permis la détection en 2012 du boson de Higgs, il y avait une machine avant, qui était un collisionneur d'électrons et de positrons, et à la fin de son exploitation, il y a des rumeurs disant qu'on avait peut-être déjà détecté le boson de Higgs. Comment vous avez vécu ça, vous-même? Oui, j'étais déjà à LEP, le collisionneur d'électrons qui vous parlait, et à la fin de la vie de LEP, il y avait, une discussion animée, même dispute violente avec des mots qui je me souviens très bien, qui sont pas les mots habituels de notre discussion scientifique. L'auditorium de CERN, résonner des mots, disons, inusuels. Et parce qu'il y avait quelques indices, quelques indications d'une présence de boson de Higgs déjà dans les données de LEP, non? Et ça a déclenché des discussions incroyables. En fait, c'était des faux signaux, on l'a vu, mais bien plus tard. Mais non, nous savons qu'il était des faux signaux. Mais j'ai des collègues, des amis qui étaient convaincus jusqu'à la découverte qu'il avait raison, non? Et qui a CMS ou Atlas, les deux collaborations internationales qui ont découvert le boson de Higgs, nous allons faire la découverte du boson de Higgs à la même énergie qu'il était déjà découverte à LEP. Mais ça, c'était faux. Est-ce qu'il est possible, Guido Tonelli, d'expliquer rapidement, simplement et clairement quel problème
le boson de Higgs venait résoudre dans le domaine de la physique des particules. Si, c'est une particule particulière qui joue un rôle incroyable, non? Parce que on a considéré une propriété de la matière la plus commune, la masse, comme une propriété intrinsique, non? Et ça, c'est passé même après les plus grands scientifiques du monde, après Newton, qui a découvert que la masse, c'est la source de la force gravitationnelle. Donc, Einstein, qui dit matière dit masse finalement, et qui dit masse dit matière. Exact. Et au Einstein qui disent la masse c'est l'énergie, non? Ce sont des révolutions scientifiques, mais il considère toujours la masse une propriété intrinsèque de la matière. Mais avec le boson de Higgs, on a découvert que la masse est une propriété dynamique de la matière. La matière, les particules élémentaires, ils naissent sans masse, à masse zéro, non? Ils deviennent massifs et deviennent différentes. Il construit qu'est-ce que nous appelons le modèle standard des intégrations, qui sont un certain nombre de particules avec une masse différente. Et ça, c'est important pour produire la matière d'une façon persistante, de former des agrégations. Doivent avoir une masse différente et la masse vient de l'interaction avec les champs produits par cette particule. C'est-à-dire que le vide n'est pas vide. Le vide n'est pas vide. Le vide a une propriété. Les particules sans masse interagissent avec le vide qui contient ce champ de Higgs. Les vides deviennent importantes. Non? Avec les champs de Higgs qui occupent l'univers entier, les vides deviennent actifs, deviennent protagonistes. Donc la masse des particules élémentaires est le résultat d'une interaction et non pas une propriété qu'elle posséderait de par elle-même. Exactement. Et ça, c'est un changement de point de vue qui est révolutionnaire. C'est presque une découverte philosophique. Et on doit réécrire les livres de physique, bien sûr, et je pense aussi les livres de philosophie. Vaste programme. Alors venons-en à votre livre, Guido Toni, qui s'appelle Genèse, avec comme sous-titre Le grand récit des origines. Livre passionnant, mais dans lequel vous parlez pas de l'origine de l'univers. Vous parlez de généalogie, d'histoire, et en vous lisant, on comprend que pour un physicien comme vous, et peut-être plus généralement pour un scientifique, le mot origine veut dire conclusion. C'est-à-dire que raconter l'origine de quelque chose, par exemple des atomes, c'est raconter les histoires qui ont précédé l'apparition des atomes, dont les atomes sont l'aboutissement. Oui. Et donc si on veut raconter l'origine de l'univers, il faudrait, si on suit ce même schéma, raconter l'histoire d'avant l'univers, dont l'univers est la conséquence. Oui. Ce qui contredit l'idée d'origine. Oui, mais il y a un effort. Avant tout, j'ai écrit ce livre pour partager les concepts merveilleux de la science moderne. Qu'est-ce qu'ils disent, la science moderne, sur les transformations qui ont porté à l'univers comme le voyons aujourd'hui, non? Et c'est une histoire incroyable de catastrophes. Des catastrophes qui ont produit de nouveaux équilibres et à la fin desquels on trouve l'univers avec les galaxies, les planètes, l'être humain et comme ça. Et cette histoire doit être racontée pour être partagée dans un langage qui est peut-être compris par le public en général. Non? Alors je peux pas utiliser les équations, je peux pas utiliser le langage scientifique. Mais vous les faites parler. Et j'ai fait un essai, disons que j'accepte de perdre de la précision parce que bien sûr on ne peut pas être aussi précise avec le langage naturel et humain comme dans les langages scientifiques professionnels. Mais j'ai l'ambition, disons comme ça, de tenir le cœur du concept scientifique principal. Non? Si on peut maintenir la beauté et la puissance de ce concept, si eux peuvent être partagés, je suis déjà content. Et vous avez un peu singé la Genèse. D'ailleurs, c'est le titre de votre livre. Vous avez structuré votre ouvrage en 7 jours. Et chaque jour correspond à une étape très importante dans l'histoire de l'univers. Oui, encore, ça, je pense, j'espère, ça va aider le lecteur qui connaît déjà la partition, disons l'architecture, non, de Genèse avec la G majuscule. Et alors, se perdent pas dans cette récit scientifique, non, même si les jours sont pas des jours de 24 heures, sont des jours qui ont duré un petit peu étrange. Alors, qu'est-ce que vous racontez dans le premier jour? Qu'est-ce qui s'est passé, non pas à l'origine absolue de l'univers, mais dans les premières phases, ce qu'on appelle l'univers primordial?
Oui, avant tout, j'ai fait un essai de répondre à la question qui quand j'ai fait une conférence publique, c'est toujours posée. Non, la question, qu'est-ce il était avant le Big Bang? Non, ça c'est la première question qu'on va recueillir dans le public en général. C'est une question qui est mal posée d'un point de vue scientifique parce que l'espace-temps est créé, il naît avec la masse énergie au moment du Big Bang. Alors il n'y a aucun temps, aucun espace avant, mais on doit essayer de répondre. Dans quelque forme, on doit répondre à la question. L'état primordial, on peut dire comme ça, non, avant, qui a produit l'univers. Non, l'univers s'est produit de quoi? Non? On peut essayer de faire ça, et la réponse est magnifique. La réponse est l'état de vide, non? Et qui est pas un état philosophique, c'est pas le néant. Vous parlez du vide quantique. Et le vide quantique, non, c'est un état matériel qui est difficile à faire le comprendre parce que on a une sorte de répulsion culturelle, non, même en particulier dans le monde occidental, sur le concept de vide. Non, on parle toujours une âme vide, un discours vide, ça veut dire négatif. Non, il y a une acception fortement négative. Oui, mais on le distingue quand même du néant, qui est encore plus négatif. Oui, exactement. Oui, et il y a toujours cette connexion qui est difficile à couper, non? Mais si on fait un essai d'expliquer qu'est-ce que c'est le vide quantique comme état matériel, bien sûr à énergie zéro, avec tous les numéros quantiques à zéro, mais sont à zéro en moyenne, non? Ça veut dire que, bien sûr, la charge électrique à zéro, l'énergie à zéro, l'impulsion à zéro, le moment cinétique à zéro, mais c'est un état matériel. Un état matériel, ça veut dire qu'il y a des fluctuations, non? Qui suivent c'est pas toujours zéro. C'est pas toujours zéro. C'est exactement. Les fluctuations sont, quand on parle de fluctuations de matière antimatière, la possibilité d'avoir des champs qui fluctuent, de la matière antimatière qui est produite par les vides et qui reste un petit instant, alors tout change. Le vide devient une composante matérielle vivante, et plein de... Ce premier jour dont vous parlez, c'est le vide quantique qui est là, qui est déjà là. Oui. Qui va engendrer par des fluctuations ce qu'on appelle l'univers. Ça, je pense, c'est la partie plus importante. Oui, mais du coup, ça pose la question de savoir si le vide quantique a une origine. Ah, ça c'est une très belle question. Parce qu'à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, on dit, bah voilà, en amont de toute chose, il y avait ceci ou cela. Alors ça dépend des histoires, des cultures. Certains diront que c'est un océan primordial, d'autres diront que c'est un œuf primitif. Vous dites que c'est le vide quantique, d'autres diront que c'est une collision de trous noirs, etc. Mais ça pose la question de savoir si cette chose qu'on met en amont de toutes les autres a toujours été là. Si c'est le cas, bah il n'y a pas d'origine. Et si elle n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est elle-même la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée. Et c'est pas l'origine. Oui. Donc chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, on la contredit. Oui, c'est vrai. Vous posez une question que je suis posée moi-même et est toujours là. J'ai pas une réponse parce que on entre dans les conjectures. Non, on n'a pas les moyens d'explorer, non, au moment dans lequel on peut vraiment faire des avoir des informations. Il y a une part de mystère qui demeure. Et on peut dire, on a des préjugés là-bas, et je puis dire oui, pourquoi pas. Je considère un état éternel, pérenniel, non, de vide qui se transforme. Non. Supposons qu'il y a un vide éternel. Quotation mark. Dans le vide éternel, il y a une partie, non, qui subit une métamorphose. Et cette partie est notre univers. Hein. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a des autres parties avec des autres univers, peut-être. C'est une belle conjecture. Et cet univers éternel, où il y a une évolution de cet état de vide. Il est toujours comme ça, où il y a des changements. Il a l'univers, l'état de vide même, une histoire, non, une origine. Tout ça, on peut pas répondre pour l'instant. Donc il y a encore un halo de mystère qui entoure la question de l'origine de l'univers, évidemment, mais il y a quand même des étapes qui sont connues. Vous parliez tout à l'heure des particules élémentaires qui sont là au départ. Au départ, elles n'ont pas de masse. Elles ont une masse nulle, toutes. Exact. Puis tout d'un coup, il y a ce que vous appelez dans le livre une brisure spontanée de symétrie. Et apparaît ce fameux champ de Higgs qui fait que les particules deviennent massives. Donc elles sont dotées d'un temps propre, si on en croit les équations d'Einstein. Ça, c'est une étape cruciale qu'on a pu
en quelque sorte reproduire en laboratoire. Oui. Maintenant, on peut raconter cette histoire de ces moments-là, plutôt magiques, disons, qui est 10 moins 11 secondes après le Big Bang. On peut le raconter sur le plan scientifique. C'est pas une conjecture. Quand vous dites 10 moins, je sais pas, moins 12 secondes après le Big Bang, moins 11. Vous faites comme si le Big Bang c'était un instant zéro. Oui. Or, vous dites dans le livre qu'il y a le fameux mur de Planck qui fait qu'avant on peut rien dire. Donc, est-ce que la notion même de durée... mais 0, 10, moins 33, le temps de Planck, c'est pas une grosse différence. C'est une grosse différence sur le plan scientifique. Voilà, c'est ça. Sur le plan des temps, l'intervalle des temps, c'est même. On peut utiliser 0, 10, moins 33, c'est la même chose. Sentez-vous libre. Et donc, les particules acquièrent une masse, elles sont élémentaires, il n'y a pas d'agrégation possible, elles ont trop d'énergie pour pouvoir... Oui, ça c'est le moment, c'est la chose vraiment qu'on peut raconter. On peut dire, oui, on a récolte des données et on peut dire cette histoire, on peut la raconter avec beaucoup de détails. Non? Mais c'est-à-dire que les collisions que vous faites avec le LHC ou peut-être une future machine qui est dans les cartons et qui sera peut-être un jour construite à très haute énergie, on recrée les conditions de l'univers primordial. On recrée dans le présent. Oui et non. Oui, parce que, disons, dans les petits coins, les petits endroits, petits volumes qui est intéressé par les collisions de quarks, de gluons qui sont à l'intérieur des protons, qui sont accélérés à LHC, c'est un volume vraiment petit, mais la température, si on peut parler de température locale, c'est vraiment très similaire. La température, c'est la densité d'énergie, non? La d'énergie par volume. Et on est capable de mettre dans un volume minuscule une énergie plutôt importante. Ça veut dire que la densité, c'est la densité qui était caractéristique de l'univers primordial. Alors on a créé un environnement correct dans lequel les particules extinctes il y a plusieurs milliards d'années trouvent la possibilité de tourner en vie, non? Et on fait comme ça pour milliards de fois, et quelquefois on est capable de produire par hasard, non, des particules massives, et le boson de Higgs est une de ça. Et les particules massives sont toujours prêtes à mourir, non, à se transformer en autre particule plus légère, plus facile à comprendre, mais on est capable avec notre grand détecteur d'avoir les signaux qui correspondent à cette particulier morte de boson de Higgs, qui sont caractéristiques, et on est capable de reconstruire beaucoup de propriétés. Vous êtes capable de reconstituer une sorte d'histoire à partir de traces qui sont laissées dans les détecteurs monstrueux que vous avez construits autour des points de collision. Exactement. On a disons, un catalogue, non, de caractéristiques, et on connaît très bien, si on croit la théorie, toutes les caractéristiques du boson de Higgs. On a la possibilité de faire la comparaison, non, de trouver les données expérimentaux et la théorie. Et pour l'instant, pour le moment, tout est cohérent. Vous parlez beaucoup, Guido Tonelli, dans votre livre, de l'inflation. Alors, on parle beaucoup de l'inflation aujourd'hui, de l'inflation économique. L'inflation économique, c'est plus inquiétant. C'est autre chose. C'est l'inflation qui c'est une hypothèse, déroulée dans l'univers primordial. C'est une inflation colossale. Cosmique. Les dimensions dans l'espace augmentent de plusieurs facteurs, 10, en un temps extrêmement court. Et comment est née cette hypothèse et à quel type de problème elle est censée répondre? Parce qu'il y avait, disons, dans la théorie traditionnelle du Big Bang, il y avait un problème qui était un petit peu caché, non? Parce que si on imagine une singularité dans laquelle l'énergie, la densité d'énergie est énorme, non? La question qui s'est posée, c'est qui a mis cette énergie énorme dans cette singularité, non? Et la réponse plus populaire dans les années 60 et aux 70, c'était on imagine le Big Bang, et après le Big Bang, l'expansion de l'univers, la gravité qui est en marche, tout s'arrête à un certain moment et tout est parcourt à l'arrière, non? Et les Big Crunch qui suivent Big Bang, deviennent l'explication plus naturelle, non? Alors on peut imaginer une séquence continue, infinie de Big Bang et Big Crunch, non? La formation d'un univers, la fin de l'univers, la création d'un autre univers. Comme chez Héraclite alors. Oui, comme ça, comme même plusieurs, le même
Un univers qui renaît de lui-même en permanence. Les pensées stoïques, non, des stoïciens, ils pensaient qu'entre 20 000 années, il y avait notre Aristote, notre Platon, notre Socrate, non, un univers qui c'est avec notre ami, etc. C'est très suggestif. Mais les données qui ont été recueillies par les astrophysiciens, ils nous disent qu'il n'y a aucune possibilité. Non, la densité d'énergie de l'univers actuel n'est pas consistante avec la possibilité d'une Big Crunch. Alors notre univers l'expansion indéfinie va accélérer pendant l'expansion, et alors il y a toujours un problème. Qu'est-ce qui a produit le Big Bang, non? La solution qui a été proposée par Alan Guth, Linde et les autres, c'est génial. Dans les 1980. Oui. C'est génial. C'est l'idée qu'il n'y a aucun besoin d'énergie pour produire un univers. Je trouve ça fantastique. L'univers, c'est le plus gigantesque repas gratuit qu'on peut imaginer. Non? Et pourquoi? Comme il marche? Mais c'est une observation qui est géniale. Quelle est l'énergie totale de l'univers? Considérons l'univers comme un état physique. L'énergie totale de l'univers, c'est quoi? Et alors, si on met ensemble toute la masse et la matière, l'énergie positive, c'est une quantité énorme, non? Mais on considère jamais l'énergie négative qui est l'espace-temps, la gravité, non? Et la chose étonnante, c'est que si on peut faire un essai de faire ce calcul qui est compliqué, mais pas impossible, le résultat c'est zéro. L'énergie totale de l'univers c'est zéro. Ça veut dire que zéro, elle était même l'état initial. Ça veut dire que dans le Big Bang, dans cette singularité, il n'y avait pas une énorme énergie. L'énergie était toujours zéro. Tout s'est fait gratuitement. Et tout s'est fait. Alors on imagine l'inflation, un mécanisme qui transforme en fluctuation du vide naturelle, spontanée, dans laquelle on commence à mélanger deux ingrédients magnifiques, la masse énergie et l'espace-temps. Les deux ingrédients, énergie négative, et toujours énergie zéro. Et on peut produire un univers, disons, sans effort, non? Et ça, c'est une chose incroyable. C'est vrai qu'après ça, on a eu plusieurs confirmations de la théorie, mais encore, il manque, disons, la preuve la plus importante. Ça veut dire l'inflaton, la particule qui a déclenché éventuellement tout ça. On appelle l'inflaton. Oui, l'inflaton. Oui. Mais la conséquence de cette inflation cosmique, c'est que à grande échelle, l'univers est plat, il n'a pas de courbure. Oui, la courbure, ça veut dire énergie nulle, non? C'est la même chose, non? Et ça, c'était c'est un constat observationnel. Une des prévisions de la théorie inflationnaire qui n'était pas encore vérifiée au début. Mais quand on a découvert l'énergie noire, l'expansion accélérée, alors tout a été confirmé. Non? C'est déjà une confirmation intéressante de la théorie de l'inflation. Bien sûr, il y a encore discussion, il y a encore des grands débats entre les physiciens. Il y a un autre grand débat, Guido Tonelli, c'est le fait que, comme vous l'avez dit vous-même, au début, enfin dans les phases, disons, les plus primordiales, il y avait des particules de matière, et puis il y avait aussi des particules d'antimatière, des antiparticules, qui étaient là en effectifs égaux. Oui. Et aujourd'hui, on ne voit plus que de la matière. Donc, où est passée l'antimatière? Et ça, c'est notre grande question, parce qu'on vit dans un univers de matière. Mais l'univers des matières est né avec la même quantité de matière et d'antimatière. Alors, où l'antimatière est passée. Est-ce qu'on a des galaxies d'antimatière? Non, on n'a pas trouvé. Non. Alors on a trouvé des petits, disons, asymétries dans la façon dans laquelle la matière et l'antimatière vivent. Non, mais les petits asymétries sont pas suffisants à expliquer l'effet que nous vivons dans un univers de matière. Il y a encore plusieurs recherches qui vont chercher de l'antimatière dans l'espace. L'antimatière, il y a des signaux qui sont intéressants. Ils vont chercher particules d'antimatière même avec des satellites. Et on fait des essais, par exemple au CERN, d'étudier les propriétés de l'X, parce qu'une autre possibilité peut être, s'il y a une petite préférence du boson de X assez couplé, à interagir avec la matière par respect à l'antimatière, ça peut être la raison.
Mais on n'est pas encore réussi à avoir une précision suffisante pour dire qu'il y a une différence. Non? Mais si on va découvrir une différence... Il doit y avoir eu à un moment donné, par un mécanisme identifié, une sorte de brisure de la symétrie entre la matière et l'antimatière. Elles deviennent différentes. Une préférence de la matière par respect à l'antimatière. Non? Boson d'X donne la masse à toutes les particules de matière et antimatière. S'il y avait une petite préférence au début, alors ça peut s'expliquer que l'univers devienne bientôt, après milliards d'années, bientôt un univers de matière. Mais on n'a pas encore trouvé cette petite préférence et on est encore sur la traque. Guido Tonelli, votre livre, je l'ai dit, il est truffé de références philosophiques, artistiques, peinture, musique et autres. Notamment, vous reproduisez un tableau du Caravage qui s'appelle Narcisse. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Oui, Narcisse, parce que c'est d'abord un tableau magnifique. Mais il n'est pas en couleur, dommage. Que j'aime beaucoup. Mais cet beau garçon, non, qui touche l'image dans l'eau, et c'est une symétrie parfaite. Non, c'est la symétrie qui est utilisée par les peintres, par les architectes, comme idéal de beauté. Non? Et la chose qui m'a toujours étonné, c'est en particulier, je cite même Giorgione, la Pala di Castelfranco, il y a toujours chez les grands artistes, il y a quelque chose qui n'est pas exactement symétrique, non? Comme dans les Narcissus, même dans la Pala de Castelfranco. Il y a déjà la conscience que la symétrie parfaite, c'est ennuyante. Non? C'est trop précis. Non? On est effectivement intrigué dans une certaine symétrie qui est beauté, mais il y a quelque chose qui brise la symétrie qui est encore plus intéressant. La vraie beauté, c'est pas la tranquillité. Non, c'est quelque chose qui nous intrigue, qui brise la symétrie et qui produit un petit peu qui accroche l'œil. Oui, exactement. Mais ça veut dire que l'univers, il est moins symétrique que les équations qui le décrivent. Et bah ça c'est une chose incroyable, parce que les équations on utilise la symétrie en physique pour produire plein de choses. Quand on change le temps, la variable temps, son opposé, les équations ne changent pas. Oui, pourtant, on voit bien qu'il y a la conservation de l'énergie, et la conservation d'impulsion, tout ça vient d'avoir compris que la symétrie est une arme puissante de compréhension. Non? Mais la chose intéressante, c'est un univers tout à fait symétrique. Peut vivre, non? Peut même vivre de milliards d'années, mais c'était un univers, disons, inutile, non? Parce qu'il n'y a aucune possibilité d'un univers tout à fait symétrique de produire des agrégations, des formes de matière persistantes, non? Si on veut produire un proton, une étoile, une fleur, on a besoin de briser la symétrie. Et je considère ça magnifique, même sur le plan philosophique. Mais c'est pas complètement compris. C'est pas complètement compris. On a trouvé que ça c'est le mécanisme, non? Le mécanisme c'est ça. Et exactement pourquoi ça, c'est pas encore compris. Peut-être qu'il y a un autre niveau qui est au-dessous de notre niveau de compréhension, qui est toujours là et qui, pour le moment, n'ont pas la possibilité d'accéder à ce niveau. Mais pourtant, quand j'étais plus jeune, on mettait en avant une théorie, en tout cas une hypothèse, qui s'appelait la supersymétrie, qui avait le vent en poupe. Donc c'était une sorte de supersymétrie, supersymétrie qui venait expliquer à peu près tout et qui, pensait-on, pouvait éventuellement permettre de mettre ensemble dans la même théorie la gravitation décrite par Einstein et puis la physique quantique. Quel est son statut aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'impression qu'elle a un peu pâli? Oui, il a créé des grands expectatifs, non? Et nous étions toujours prêts à avoir des découvertes incroyables, à découvrir l'autre moitié de la matière, non? Parce que ça, ce sera la découverte. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé les particules les différents, sont toute une famille de théories de supersymétrie. Nous n'avons pas trouvé, disons, des quarks. La supersymétrie, ça veut dire ajouter un S à le nombre de la particule. Électron, c'est électron. Neutrinos, neutrinos. On dédouble la matière. On dédouble la matière. Mais cette particule massive, qui sont les partenaires des particules ordinaires, ne sont pas été découvertes. Non? Ça veut dire quoi?
peut-être c'est une théorie qui est pas correcte, mais peut-être qu'on a encore trouvé l'énergie correcte pour être capable de faire sortir du vide. On n'a pas assez d'énergie dans les collisions pour les faire sortir. On a encore la possibilité d'avoir une théorie supersymétrique qui devient l'explication plus naturelle de la nature dans les moments dans lesquels on est capable de... Mais la théorie supersymétrique de base, le modèle minimal, ça c'est déjà, c'est déjà un petit peu, c'est morte mais malade, disons. Très malade. Très malade. Alors je l'ai dit, Guido Tonelli, vous êtes italien, vous êtes professeur émérite à l'université de Pise. En Italie, il y a eu dans les années 30 un groupe de physiciens très très actifs à Rome, via Panisperna. Les ragazzi, les garçons de la rue Panisperna, avec Enrico Fermi à leur tête, et un jeune homme qui s'appelait Ettore Majorana, qui a écrit des équations assez incroyables, et il avait prédit qu'il pourrait exister des particules qui soient leurs propres antiparticules. Est-ce que vous avez fait des découvertes dans ce sens? Est-ce qu'il existe, par exemple, des neutrinos? On sait qu'il existe des neutrinos, mais on se pose la question de savoir s'ils sont identiques à leurs antiparticules. Si c'est le cas, ils sont dits de Majorana. Si c'est pas le cas, non. Est-ce qu'il y a des avancées récentes qui permettent d'éclairer cette question? Pas encore, mais la chose qui est étonnante, c'est que toujours une question ouverte. Toujours une question d'actualité. Je suis étonné on parle des garçons qui ont été actifs il y a 80 années ou plus. Et ils ont posé des questions qui sont toujours à la frontière de la connaissance. Le neutrino, c'est une particule très intéressante. C'est un nom italien d'ailleurs qui a été trouvé par Fermi. Oui. C'est un petit du neutron. Oui, c'est la neutrino qui a expliqué l'interaction faible. Non, il y a toujours, et c'est important pour le Soleil. Il joue un rôle très important. Et la chose intéressante, c'est par exemple qu'on a beaucoup de données sur l'univers, la naissance de l'univers, avec les fonds diffus cosmologiques qui sont des photons, non? Mais on a dans l'univers actuel une fonte des neutrinos cosmologiques qui ont laissé la matière beaucoup plus près. Les photons sont découpés de la matière, ont laissé la matière 380 000 ans après le Big Bang. Les neutrinos après, une seconde seulement après le Big Bang. Alors, les fonds diffus des neutrinos cosmologiques contiennent déjà des informations incroyables sur les premiers instants. Les neutrinos qui interagissent très peu se sont libérés de la matière bien plus tôt que les photons. Oui, beaucoup plus tôt. 300 000 ans avant. Oui, et alors, si on est capable, de faire la détection de ces neutrinos, de voir comme on a fait pour le fonds diffus cosmologique. Ça, c'est une source incroyable d'informations. Et dans ces sources, peut-être, on a encore la possibilité d'avoir accès à l'information que vous avez nommée, la possibilité d'avoir neutrinos de Majorana dans l'univers. Ça serait incroyable, une prédiction qu'il a faite en 1933 ou 34 soit vérifiée dans les prochaines années. Guido Tonelli, il y a un de vos chapitres que j'ai trouvé passionnant, parmi d'autres, qui s'intitule « Au commencement était le Thoma ». Alors c'est quoi le Thoma? Ça s'écrit T-H-A-U-M-A, et vous citez Platon, ou plutôt... Oui, c'est Socrate qui est cité par Platon dans le cahier de tête. Alors c'est quoi le Thoma? Oui, d'habitude il a été traduit par merveille, non? Et c'est vrai qu'il y a une merveille, l'émerveillement. L'émerveillement qui est à l'origine de la pensée, de la philosophie, de la religion, de la l'étonnement science. Aussi, on pourrait dire. L'étonnement, l'émerveillement, exactement. Mais il y a un côté angoissant du mot Thoma qui a été toujours caché, non? Par exemple, Homère utilise le mot Thomas quand il parle du cyclope, non? Polyphème. Polyphème, non? Et Polyphème, c'est grandiose, mais c'est même c'est de la pure, la terreur, non? Ça c'est la force de la nature, non? La force de la nature, c'est l'étonnement, l'émerveil, mais c'est aussi la peur, non? Nous pouvons être détruits dans un instant par une foudre, par une alluvion, des choses comme ça. Et alors, je pense qu'il faut toujours coupler les deux sens, non? Et on a produit les meilleures architectures intellectuelles, ça veut dire la religion, la mythologie, la science, la philosophie, l'art, non? Pour créer des choses immortelles, non?
pour vaincre l'échec d'être ici mortel dans une... Pour transcender la mort. Transcender la mort, exactement. Et ça, c'est la raison, non? La merveille pour la nature, pour la beauté de scénario naturel dans lequel nous vivons, et ensemble, disons, la possibilité, avec notre création à nous, de produire des choses immortelles, non? Les deux choses ensemble m'expliquent mieux. Mais ça donne une sorte de vertige aussi, non? D'ailleurs, quand on vous écoute ou quand on vous lit, on sent bien que vous êtes encore pris par ce Thomas. Thomasein. Je pense que c'est à l'intérieur du cœur de chaque de nous, non? Peut-être on le cache, on le met toujours au silence, non? Mais les enfants ou les adultes, même les chefs d'entreprise, il y a toujours quelques questions qui viennent de ça, non? Alors pour vous, quelles sont les questions dont vous aimeriez connaître les réponses? Je ne parle pas de questions métaphysiques, je parle de questions de physiciens pour lesquelles vous espérez que dans les prochaines années, peut-être, on pourrait obtenir expérimentalement une solution. Oui, l'inflation, parce que j'espère d'avoir des informations importantes, soit avec les accélérateurs des particules, on peut produire des particules scalaires qui sont des cousins de bosons de Higgs, qui peuvent jouer un rôle important dans l'inflation. Ça, c'est une possibilité. Une loterie, non? On a découvert une nouvelle scalaire, et ça, c'était une nouvelle révolution. Ou l'autre possibilité, les ondes gravitationnelles, parce que les ondes gravitationnelles ont toujours quelques mémoires de l'instant de l'inflation, parce que la création de cette petit espace-temps qui dans un instant infinitésimal devient à dimension macroscopique. Ça a dû cracher des ondes gravitationnelles. A produit un tsunami d'espace-temps qui est toujours là. Des espèces d'ondes gravitationnelles primordiales qui seraient la signature de l'inflation. L'onde gravitationnelle primordiale sont toujours là, autour de nous. On a besoin d'augmenter la sensibilité des interféromètres comme LIGO, comme Virgo, pour être capable d'écouter les récits des origines que nous racontent. À Virgo, c'est tout près de chez vous, tout près de Pise. Oui, bien sûr. C'est là que on détecte depuis 2016 assez régulièrement les ondes gravitationnelles. C'était fantastique. Quelle serait la suite du LHC, qui est le grand collisateur actuel, qui fait 27 km de circonférence? Est-ce qu'il y a des projets pour des machines plus grandes? Oui, on a des rêves, parce qu'on est scientifique. Vous n'avez pas changé, vous êtes comme quand vous étiez jeune. Oui, on a encore des rêves. Et notre rêve, c'est d'avoir un successeur de LHC qui s'appelle FCC, ça veut dire collisionnaire du futur, circulaire, comme LHC. C'est l'idée d'avoir un accélérateur de 100 km, comme le Paris, disons, la Grande Paris, environ. C'est plus que le périphérique, c'est le Grand Paris. Oui, la Grande Paris, oui, ça semble comme ça. Donc c'est pour produire des énergies plus élevées et voir des phénomènes. Pour produire des énergies, disons, à 100 TeV, un facteur 7 par respect à l'énergie de LHC, et chercher là-bas la réponse à quelqu'un des mystérieux qui encore sont là. Merci Guido Tonelli d'être venu nous parler dans ce studio de la Maison de la Radio. Vous venez de Pise et je vous remercie aussi pour votre enthousiasme qui est contagieux. Merci à vous. Merci, je vous vois dans les yeux. Je recommande la lecture de votre livre qui vient de sortir, qui s'intitule Genèse, avec comme sous-titre Le grand récit des origines. Merci à vous.